La morsure d'une humiliation publique laisse un goût très particulier dans la bouche, un goût de cuivre, de cendre, de défaite. Quand Lord Cavendish a ricané ces mots dans le silence de mort du salon, « Aucun gentleman n'épouserait quelqu'un comme vous », Clara n'a pas pleuré. Pleurer était un luxe pour les femmes avec une dot. Elle s'est simplement préparée à ravaler sa bile et à sortir. Mais le bruit soudain d'acajou lourd raclant le plancher l'a glacé sur place. Le duc de Westphal, un homme qui n'avait pas dit 3 mots de toute la soirée, s'est levé. Pour survivre dans la bonne société, une épée est rarement nécessaire. Il faut une colonne vertébrale en fer et un visage de pierre. Clara Linfield possédait les deux. Mais le fer commençait à rouiller, et la pierre se fissurait. À 26 ans, elle était fermement installée dans un purgatoire gris et invisible. Un purgatoire réservé aux dames de bonne famille qui étaient ruinées. Elle n'était pas une servante, mais elle n'était pas non plus une invitée. Elle était la dame de compagnie de sa tante, Lady Honoria. Le principal trait de caractère de cette femme était une insatisfaction perpétuelle et vague concernant la température de n'importe quelle pièce. Rutherford Hall était un domaine tentaculaire et plein de courants d'air. Il était en proie à une misérable averse de novembre. Pendant 3 jours, la pluie avait fouetté les hautes fenêtres à meneaux. Elle avait piégé 40 membres de l'aristocratie à l'intérieur. Les aristocrates piégés étaient comme des chiens de chasse qui s'ennuient. Ils finissaient toujours par chercher quelque chose à déchiqueter. Clara était assise dans le coin le plus sombre du petit salon. Ses doigts poussaient rythmiquement une aiguille à travers une déchirure dans le châle en dentelle d'Honoria. La laine de sa propre robe de jour avait été teinte en noir 3 ans plus tôt, à la mort de son père. Elle était si usée que les coudes brillaient comme de l'étain poli bon marché, et elle la démangeait terriblement. Son père était un homme qui l'avait aimée, qui avait aimé sa mère et qui avait aimé le jeu de cartes par-dessus tout. Quand son cœur a finalement lâché à une table de jeu à Londres, il n'a laissé à Clara qu'une montagne de reconnaissance de dettes et une réputation brisée. Les créanciers avaient pris l'argenterie, la maison et finalement son fiancé. Lord Thomas avait envoyé une lettre terriblement polie. Il y regrettait que sa famille ne puisse plus soutenir leur union. Clara avait brûlé la lettre. Elle avait utilisé la chaleur pour faire infuser du thé bon marché. Clara, mon thé est tiède, se plaignit Lady Honoria depuis sa chaise longue, en agitant une main molle. Et la cheminée fume. Avez-vous parlé aux servantes? Oui, ma tante. La cheminée a besoin d'être ramonée. Elles ne peuvent pas le faire tant que la pluie ne s'arrête pas. Répondit Clara, sans lever les yeux de sa couture. Sa voix était plate, entraînée. L'émotion coûtait cher. Clara économisait la sienne. Eh bien, c'est tout à fait inacceptable, soupira Honoria. Je suppose que nous devons simplement souffrir. Clara se mordit l'intérieur de la joue. Souffrir? Honoria était enveloppée dans de la laine de cachemire. Elle digérait un petit déjeuner de harengs fumés, d'œufs et de pain frais. Clara avait mangé un petit pain rassis dans les cuisines à l'aube. Les lourdes portes en chêne du petit salon s'ouvrirent, et l'atmosphère de la pièce changea instantanément. Lord Henry Cavendish entra, sentant légèrement le rhum, la laine humide et l'arrogance. C'était un bel homme, si l'on aimait les visages qui semblaient en permanence figés dans une expression de léger dégoût. Il était l'héritier d'un comté. Il possédait 40 000 livres par an, et il avait un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux froids et pâles. Clara garda la tête baissée, son aiguille filant à travers la dentelle. 2 nuits auparavant, dans un couloir près de la salle de billard, Cavendish l'avait coincé. Il avait pris son stoïcisme tranquille pour de la soumission, sa pauvreté pour de la disponibilité. Il l'avait plaqué contre le papier peint floqué. Son haleine, chaude et aigre à cause du Porto, était insupportable. Il avait suggéré qu'une femme dans sa position malheureuse pourrait apprécier le patronage discret d'un homme riche. Clara ne l'avait pas giflé. Gifler un père du royaume était un moyen rapide de perdre sa place. Au lieu de cela, elle avait planté la pointe acérée de ses ciseaux à broder directement dans la chair tendre de sa cuisse, juste assez pour faire couler une goutte de sang et lui arracher un hoquet de surprise. « Je suis pauvre, milord », avait-elle murmuré à son visage stupéfait, pas désespéré. Depuis lors, Cavendish la regardait non pas avec désir, mais avec la fureur froide et calculatrice d'un homme à qui l'on a dit non. Il la détestait. Plus précisément,
Il détestait que quelqu'un qui était pratiquement la poussière sous ses bottes ait osé lui rappeler qu'il saignait comme n'importe qui d'autre. Cavendish se dirigea vers la cheminée, s'appropriant la chaleur et forçant les autres invités à se décaler. Dans le coin opposé, à moitié caché par une grande fougère en pot et les ombres du matin maussade, était assis Léopold, le duc de Westphal. Si Cavendish était un pawn, Westphal était un loup vieillissant. Il était arrivé à Rutherford Hall avec un jour de retard, chevauchant seul dans la boue, sans valet de chambre. C'était un homme grand et solidement bâti, avec un boitement prononcé, souvenir d'une balle de mousquet français à Waterloo. Ses cheveux sombres étaient parsemés de gris prématurés. Son visage était un paysage d'angles durs et d'épuisement profond. Il parlait rarement, et quand il le faisait, sa voix était un grondement bas et rauque qui rendait les gens instantanément nerveux. La société le qualifiait de reclus. Les matrones les plus cruelles murmuraient que la guerre lui avait brisé l'esprit. Clara n'avait remarqué le duc que parce qu'il était la seule personne dans la maison qui n'exigeait absolument rien d'elle. Il ne lui demandait pas d'aller chercher du thé. Il n'exigeait pas qu'elle joue du piano. Il restait simplement assis, généralement avec un livre non ouvert sur les genoux, à regarder la pluie avec des yeux de la couleur du vieux fer. Cavendish ricana, en direction de Clara, s'adressant bruyamment à un ami flatteur à côté de lui. C'est vraiment étonnant de voir comment certaines familles laissent la pourriture s'installer dans leur maison. On pourrait penser qu'un nom en faillite serait discrètement enfermé dans un grenier plutôt que d'être exhibé en bonne compagnie. Lady Honoria serait dit, mais fit semblant de ne pas entendre. Clara ne manqua pas un point de couture. Sa mâchoire lui faisait mal à force de la serrer, mais son visage resta impassible. Elle avait survécu à l'enterrement de son père. Elle avait survécu aux huissiers. Elle survivrait à l'ego mesquin et meurtri de Henry Cavendish. Mais la journée était longue, et la pluie ne montrait aucun signe d'arrêt. Le soir est tombé. Il a apporté avec lui la chaleur oppressive et claustrophobe de 50 bougies de cire. Et il y avait trop de monde entassé dans le grand salon de Rutherford Hall. Les hommes s'étaient attardés bien trop longtemps sur leurs portos. Ils étaient revenus vers les femmes avec les joues rouges et les langues déliées. Clara se tenait près des lourds rideaux de velours, près des portes de la verrière. Elle essayait d'être invisible, de se fondre dans le tissu marron foncé. Ses pieds lui faisaient mal dans ses pantoufles de cuir usé. Elle devait juste survivre aux 2 prochaines heures, jusqu'à ce que Lady Honoria décide qu'il était temps de se retirer. L'air de la pièce bourdonnait des commérages mortels et ennuyés du grand monde. À la gauche de Clara, 2 débutantes gloussaient derrière des éventails peints. À sa droite, un groupe de douairières démolissait la réputation d'une jeune mariée absente. C'était une soirée normale et écœurante dans la haute société. Puis Cavendish la trouva. Il se détacha d'un groupe d'hommes près des tables de jeu et traversa le tapis avec une lenteur prédatrice et délibérée. Il tenait un verre de brandy en cristal, les yeux fixés sur Clara. Le bavardage dans les environs immédiats commença à s'éteindre. Les aristocrates sentaient le sang. « Mademoiselle Linfield » dit Cavendish fort, trop fort. La conversation à la table de jeu la plus proche cessa complètement. « Lord Cavendish » répondit doucement Clara, en faisant une révérence convenue. Elle garda les yeux fixés sur son menton. Le regarder dans les yeux aurait été interprété comme un défi. Regarder le sol aurait été une reddition. Je discutais justement des subtilités de l'élevage de chevaux avec Lord Stanhope. Lança Cavendish, en prenant une gorgée de son brandy. Il se tourna légèrement, s'assurant d'avoir un public. Stanhope soutient qu'un mauvais étalon peut être compensé par un excellent entraînement. Moi, cependant, je maintiens que le mauvais sang finit toujours par parler. Un canasson né dans la boue restera toujours un canasson. Peu importe la quantité de soie que vous lui mettez sur le dos. N'êtes-vous pas d'accord, mademoiselle Linfield? Le silence dans la pièce se propagea comme une onde dans un étang sombre. Les éventails cessèrent de s'agiter. Les verres furent baissés. Clara sentit la terreur froide et familière s'installer dans son estomac. Elle savait exactement ce qu'il faisait. Il allait la déshabiller devant tout le monde, pour la punir pour les ciseaux à broder dans le couloir. « J'avoue ne rien connaître aux chevaux, milord, » dit Clara d'une voix lisse. « Mes fonctions me retiennent principalement à l'intérieur. »« Oh, allons, vous êtes modeste. » Ricana Cavendish en se rapprochant. « Vous devez bien connaître quelque chose au mauvais sang, étant donné votre pedigree. » Lady Honoria, assise à seulement 3 mètres de là,
trouva soudain le fermoir de son réticule violemment intéressant. Pas une seule personne dans la pièce ne bougea pour intervenir. Clara était une femme ruinée. Cavendish était le fils d'un comte. Les mathématiques sociales étaient absolues. Clara sentit une rougeur lui monter au cou, mais elle força sa voix à rester stable. Mon père était un gentleman, Lord Cavendish, indépendamment de ses malheurs financiers. Un gentleman? Cavendish laissa échapper un rire sec et aboyant qui résonna dans la pièce silencieuse. Un gentleman ne meurt pas avec 50 000 livres de dettes envers des bookmakers et des tenanciers de bordel. Un gentleman ne laisse pas sa fille nettoyer les planchers de ses parents. Je suis une dame de compagnie, milord, pas une fille de cuisine. Le corrigea Clara, sa voix tremblant juste un peu. Elle se maudit pour ce tremblement. C'est une distinction sans différence, se moqua Cavendish, en entrant dans son espace personnel. Il baissa la voix juste assez pour que seuls les plus proches commères puissent entendre, sachant qu'elle répéterait chaque mot. Vous vous tenez ici, dans nos maisons, portant nos vêtements usagés, respirant notre air, et vous prétendez que vous êtes encore l'une des nôtres. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes un avertissement pour nous tous sur les conséquences de la pourriture morale. Clara leva les yeux, croisant enfin son regard. La pure méchanceté qu'elle y vit lui coupa le souffle. Elle se sentit soudain épuisée, pas seulement fatiguée physiquement, mais d'un épuisement profond, qui rongeait la moelle de ses os. Elle était si fatiguée de se battre pour le simple droit d'exister dans un monde qui l'avait rejetée. Si ma présence vous offense, Lord Cavendish, vous êtes libre de regarder ailleurs, dit Clara, sa voix tombant dans un registre bas et dur. Cavendish sourit, un étirement laid et victorieux de ses lèvres. Il l'avait provoquée. Elle était sortie de son rôle désigné de soumission silencieuse. Maintenant, il pouvait porter le coup de grâce. Il éleva la voix pour qu'elle porte clairement jusqu'au fond de la pièce. « Regardez ailleurs. Oh, j'ai bien l'intention de le faire. Nous le ferons tous. Parce que soyons honnêtes, mademoiselle Linfield. » Il l'a toisée de haut en bas. Son regard s'est attardé sur les poignets effilochés de sa robe. Son visage était tordu par un mépris absolu. « Vous n'avez pas de dot. Vous n'avez pas de nom. Vous avez la puanteur de la disgrâce de votre père collée à la peau. Vous agissez comme si vous attendiez un mariage respectable. Mais c'est une farce pathétique. » Il fit une pause, laissant le silence dans la pièce s'étirer jusqu'à devenir angoissant. « Aucun gentleman, » se moqua Cavendish, sa voix sonnant comme une cloche, « n'épouserait quelqu'un comme vous. » Le salon était plongé dans un silence de mort. Le crépitement de la cheminée ressemblait à des tirs de canon. Clara se tenait figée contre les rideaux de velours. Ses poumons refusaient de se dilater. Elle se sentait nue, écorchée vive devant 40 pères dieux qui la regardaient avec un mélange de pitié, d'amusement et de soulagement que ce ne soit pas eux. Elle devait sortir. Elle devait mettre un pied devant l'autre, quitter la pièce, faire sa seule valise et marcher sous la pluie. Elle ne pouvait pas rester ici après ça. Elle ferma les yeux une fraction de seconde, rassemblant les derniers lambeaux de sa dignité. Puis vint le son, grincement. Le bruit horrible d'un meuble lourd en acajou traîné de force sur le parquet de chêne poli a brisé la tension dans la pièce. Les têtes se tournèrent brusquement. Près de la cheminée, le duc de Westphal s'était levé. Il ne se leva pas avec la grâce rapide et élégante d'un courtisan. Il s'est levé comme un homme accablé par un grand poids physique. Il s'est hissé en s'appuyant sur les accoudoirs de sa bergère à oreilles. Sa mauvaise jambe a pris appui sur le sol. Westphal posa son verre à cognac sur le manteau de la cheminée. Le tintement du cristal contre le marbre fut le seul son dans la pièce. Il se tourna lentement, sa silhouette massive dominant l'espace. Il portait des vêtements de soirée sombres et simples. Pas de breloques, pas de gilet ostentatoire, pas d'épingle de cravate. Il n'en avait pas besoin. La gravité pure et terrifiante de l'homme suffisait. Il commença à marcher. Il marchait d'une démarche lourde et inégale. Sa canne à pommeau d'argent frappait le plancher à un rythme menaçant. Park train, park train. La foule s'écarta instantanément pour lui. Les hommes, qui ricanaient de la cruauté de Cavendish, se retrouvèrent soudain à éviter désespérément le regard du duc. Les yeux de Westphal, habituellement vides et distants, étaient maintenant vivants, brûlant d'une fureur froide et pâle. Cavendish, debout devant Clara, se retourna.
La satisfaction suffisante sur son visage vacilla, rapidement remplacée par un masque de bravade méfiante. « Westfall », salua-t-il, tentant un ton désinvolte qui sonnait ridiculement faible. Le duc s'arrêta à 60 centimètres de Cavendish. Il dominait le jeune homme, le regardant avec une expression de profond dégoût clinique. Il ne cria pas. Quand il parla, sa voix était un grondement grave et rauque, si bas que la pièce devait tendre l'oreille pour l'entendre. Cela ne la rendait que plus mortelle. « J'ai passé la dernière décennie, » dit lentement Westfall. Chaque mot était délibéré. J'ai regardé des hommes d'un honneur véritable se vider de leur sang dans la boue d'un continent étranger. Des hommes dont vous n'êtes pas digne de lécher les bottes. Cavendish rougit, sa mâchoire se contracta. « Écoutez, Westfall, il n'y a pas besoin de... » « Ne m'interrompez pas, » dit Westfall. L'ordre n'avait pas de volume. Il avait le poids d'une lame de guillotine qui tombe. Cavendish ferma la bouche d'un coup sec. Westfall s'appuya légèrement sur sa canne, se penchant dans l'espace de Cavendish. « Vous confondez la facture d'un tailleur et un titre hérité avec le caractère, Henry. Vous utilisez votre privilège non pas comme un bouclier pour protéger ceux qui sont en dessous de vous, mais comme une massue pour frapper les femmes qui ne peuvent pas se défendre. Vous êtes un lâche. » Des halètements parcoururent le salon. Un père venait de traiter un autre père de lâche en public. C'était un motif de duel. L'air devint si épais qu'il était difficile de respirer. Cavendish prit une vilaine teinte violacée. « Vous m'insultez pour une dame de compagnie en faillite? Une femme qui... Je parle. » Le coupa Westfall, sa voix baissant d'une octave. « Et vous respirez mon air. Ôtez-vous de ma vue. Si jamais je vous entends à nouveau parler à mademoiselle Linfield, ou si je vous surprends ne serait-ce qu'à la regarder, j'oublierai que ma jambe est abîmée, et je vous jetterai par cette fenêtre moi-même. » Westfall le fixa. Le silence s'étira. Cavendish regarda autour de lui, implorant silencieusement un allié, quelqu'un pour intervenir. Mais la société était versatile. Voyant que Westfall était prêt à le mettre en pièces, la pièce avait instantanément abandonné Cavendish. Il déglutit difficilement, ses mains tremblant légèrement. Sans un autre mot, Cavendish tourna les talons, se frayant un chemin devant 2 valets de pied, et s'enfuit du salon. Les lourdes portes claquèrent derrière lui. Le duc ne le regarda pas partir. Il tourna son attention vers Clara. Clara tremblait. L'adrénaline quittait son système, la laissant froide et chancelante. Elle regarda le géant qui se tenait devant elle. Elle s'attendait à de la pitié. Elle s'attendait à ce qu'il offre une platitude polie et condescendante pour dissiper le malaise. Au lieu de cela, Westfall la regarda avec une expression de respect calme et profond. Il regarda l'ourlet effiloché de sa robe. Il regarda l'épuisement qui encadrait sa bouche, et il regarda le fer qui tenait encore sa colonne vertébrale droite. Il tendit la main, et, avec une douceur surprenante pour un homme de sa taille, lui offrit son bras. « Mademoiselle Linfield », dit le duc, sa voix entièrement dépouillée de la dureté qu'il avait utilisée avec Cavendish. « Je trouve que l'air de cette pièce est devenu brusquement vicié, et ma jambe me fait terriblement mal. Me feriez-vous le profond honneur de me permettre de m'appuyer sur vous pendant que nous marchons vers la verrière ?» C'était un coup de maître en matière de manœuvre sociale. Il ne l'entraînait pas comme une demoiselle en détresse sauvée. Il lui demandait de l'aide. Il l'élevait publiquement, la traitant non pas comme un fardeau ruiné, mais comme une égale dont il sollicitait la compagnie. Clara fixa son bras, la laine bleue foncée de sa manche. Elle leva les yeux vers son visage. Pour la première fois, elle vit au-delà des cicatrices et des yeux épuisés, et vit l'humanité surprenante et solide qui se cachait en dessous. « Ce serait un plaisir, votre grâce, » réussit à dire Clara, sa voix miraculeusement stable. Elle posa sa petite main sur son avant-bras. C'était comme s'agripper à un pilier de pierre au milieu d'un ouragan. Ensemble, ils tournèrent le dos au salon qui les dévisageait et chuchotait. Westfall ajusta son pas au sien, s'appuyant juste un peu sur son bras, bien que Clara soupçonna qu'il n'en avait pas du tout besoin. Ils sortirent de la chaleur suffocante de la pièce et entrèrent dans le calme frais, sombre et silencieux de la verrière aux murs de verre, laissant les vautours derrière eux. Le jardin d'hiver sentait la terre humide, les fougères froissées, et il y avait l'odeur métallique de la pluie qui battait contre le toit de verre. C'était une vaste structure en dôme, attenante à Rutherford Hall, normalement utilisée par les couples cherchant un coin discret pour un baiser volé. Ce soir, on se serait cru dans une salle de quarantaine. Clara retira sa main du bras du duc dès qu'ils franchirent le seuil.
Elle mit 1 mètre d'espace entre eux. C'était un réflexe. La sécurité résidait dans la distance. Léopold ne s'en offusqua pas. Il expira simplement un long souffle rauque, se dirigea vers un banc en fer forgé placé sous une large canopée de lierre et s'assit lourdement. Il appuya sa canne contre la ferronnerie et passa une main sur son visage. La lumière vacillante du salon lointain projetait des ombres profondes et hagardes sous ses yeux. Il ressemblait exactement à ce qu'il était, un homme qui avait survécu à une guerre, pour trouver la paix insupportable. Clara se tenait près du mur de verre, les bras croisés sur sa poitrine, tremblant légèrement. Le froid s'infiltrait à travers sa fine robe de jour, mais elle l'accueillit. Il sortit son système de la panique aveuglante qu'il avait saisi dans le salon. « Vous n'aviez pas à faire ça, dit-elle. Sa voix était plus tranchante qu'elle ne l'avait voulu, cassante et défensive dans la pièce silencieuse. Léopold n'ouvrit pas les yeux. Faire quoi? Insulter un idiot prétentieux dans un gilet de velours? Mademoiselle Linfield, je vous assure, c'était le clou de ma semaine. Vous vous êtes fait un ennemi de Henry Cavendish. Je me suis fait des ennemis parmi les commandants de la cavalerie française et les diplomates russes. Grogne Léopold, en ouvrant un œil pour la regarder. Je pense pouvoir me débrouiller avec un homme dont le plus grand exploit est de tenir l'alcool chez White's. Vous ne comprenez pas. Clara serra plus fort ses coudes, ses ongles s'enfonçant dans la laine bon marché. Les hommes comme Cavendish ne se battent pas ouvertement. Ils se battent en chuchotant. Demain matin, il aura empoisonné la moitié de la maison contre vous, et ils me blâmeront d'avoir orchestré toute la scène pour attirer votre attention. Léopold ouvrit les 2 yeux maintenant. Il l'observa avec la même concentration clinique et troublante qu'il avait utilisée sur Cavendish. Il n'offrit pas de platitude. Il ne lui dit pas qu'elle exagérait. Il savait exactement comment fonctionnait la société à laquelle ils appartenaient. « Laissez-les chuchoter », dit-il doucement. « Ma réputation est déjà ruinée, Clara. Ils me traitent de fou dans mon dos. Je leur ai simplement donné de la matière fraîche. » Entendre son prénom prononcé de cette voix basse et rauque lui provoqua une étrange secousse dans les côtes. Ce n'était pas dit avec la fausse intimité d'un libertin, mais avec la camaraderie lasse d'un compagnon d'exil. « Je n'avais pas besoin d'être sauvé, votre grâce. » Elle leva le menton, s'accrochant à la fierté qui avait maintenu sa colonne vertébrale droite pendant 3 ans. « J'étais prête à quitter la pièce. Je sais que vous l'étiez. » Léopold bougea sa mauvaise jambe, grimaçant légèrement, alors que le froid humide aggravait sa vieille blessure de mousquet. « Vous aviez l'air d'un soldat calculant la voie de retraite la plus sûre sous un feu nourri. Vous seriez sorti la tête haute. Vous auriez fait vos valises et vous auriez été ruiné. » Clara déglutit difficilement. « Je suis déjà ruiné. Il y a ruiné et il y a détruit. » La corrigea doucement Léopold. « Cavendish essayait de vous détruire, de faire de vous un exemple. Je ne suis pas intervenu parce que je vous pensais faible, mademoiselle Linfield. Je suis intervenu parce que je ne supporte pas un massacre. » Il plongea la main dans la poche de poitrine de son manteau, en sortit une flasque en argent et dévissa le bouchon. Il en prit une gorgée courte et vive, puis s'arrêta. Il lui tendit la flasque. Clara la fixa. Une vraie dame ne boirait jamais à la flasque d'un homme. Une vraie dame était censée s'évanouir ou pleurer dans un mouchoir en dentelle ou le remercier profusément. Clara s'avança, prit la lourde flasque en argent et but une gorgée. C'était du whisky, bon marché et violemment fort, qui lui brûla un chemin net et chaud dans la gorge. Elle toussa une fois, en la lui rendant. Le feu dans sa poitrine chassa le froid de la pièce humide. « Merci », dit-elle d'une voix rauque. Le coin de la bouche de Léopold tressaillit. Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais c'était proche. Pour le sauvetage ou pour le whisky? Pour le whisky. Clara croisa son regard. Pour le sauvetage, je suis encore en train de décider quoi en faire. Prenez votre temps, dit Léopold, en rebouchant la flasque et en s'adossant au fer froid du banc. Je ne suis pas un homme qui exige de la gratitude. En fait, je trouve ça épuisant. Restez là et respirez un moment. Nous retournerons voir les loups quand vous serez prête. Clara s'appuya contre le mur de verre. Dehors, la pluie battait un rythme régulier et implacable. À l'intérieur, le silence entre eux s'étira. Mais pour la première fois en 3 ans, Clara constata qu'un silence ne ressemblait pas à une arme. Il ressemblait à un bouclier. La mécanique de la haute société est régie par une physique entièrement détachée de la morale. Le pouvoir est la seule gravité.
Clara le découvrit à nouveau au buffet du petit-déjeuner. Le lendemain matin, elle arriva tôt, espérant prendre une tranche de pain grillé et se retirer dans les appartements d'Honoria avant que le reste des invités ne se réveille. La salle à manger, cependant, bourdonnait déjà. Henry Cavendish était remarquablement absent. La rumeur parmi les valets de pied disait qu'il avait demandé sa voiture à l'aube et s'était enfui à Londres, prétextant une soudaine et mystérieuse maladie dans sa famille. Quand Clara entra, la conversation baissa, puis reprit avec une vivacité artificielle renouvelée. Lady Honoria, qui avait ignoré l'existence de Clara pendant la majeure partie de la semaine, sauf quand elle avait besoin qu'on lui masse les pieds, agita soudain une main baguée depuis le bout de la table. « Clara, ma chère, venez vous asseoir près de moi. Le thé est parfaitement chaud aujourd'hui. » Clara se figea. « Ma chère. » Elle regarda sa tante. Les yeux d'Honoria se dartaient frénétiquement vers la chaise vide à sa droite, calculant mentalement la soudaine proximité de Clara avec un duc. « Je suis bien debout, ma tante, » dit Clara, en gardant une voix neutre. « Absolument pas. Et prenez donc un de ces terribles petits pains au raisin. »« Vous avez l'air positivement affamé, » insista Honoria, son sourire crispé et désespéré. Clara sentit une vague de nausée profonde. Hier, elle était une paria. Aujourd'hui, parce que le duc de Westphal lui avait offert son bras, elle était soudainement redevenue une personne. C'était une transaction, un marché sale et tacite. La société ne la respectait pas. Il respectait la violence que Léopold avait promis d'infliger à quiconque la contrarierait. Elle prit un petit pain, se versa une tasse de thé et s'excusa sous prétexte d'aller chercher le châle d'Honoria. Elle n'alla pas au petit salon. Elle avait besoin d'un espace où l'air n'était pas épais de calculs. Elle descendit le long et froid couloir de l'aile ouest et se glissa dans la bibliothèque. La bibliothèque de Rutherford Hall était une pièce caverneuse et négligée qui sentait la cire d'abeille, le cuir en décomposition et la poussière. Elle était rarement utilisée par les invités, qui préféraient les cartes et les commérages à la compagnie des philosophes morts. Clara posa sa tasse de thé sur un lourd bureau en acajou et ferma les yeux, expirant un souffle qu'elle avait l'impression de retenir depuis son réveil. Ils se comportent comme des chacals, qui viennent de découvrir que le lion n'est pas tout à fait mort, je présume. Les yeux de Clara s'ouvrirent d'un coup. Léopold était assis dans une profonde bergère en cuir, à moitié caché dans l'alcôve près de la fenêtre. Il était vêtu d'une simple chemise blanche aux manches retroussées jusqu'aux avant-bras, d'un gilet sombre déboutonné, sa cravate lâche. Un lourd registre reposait sur ses genoux, et une paire de lunettes de lecture était posée bas sur son nez. Il ressemblait moins à un duc redoutable qu'à un commis fatigué. « Je ne voulais pas vous déranger, votre grâce, » dit Clara en reculant. « Vous ne me dérangez pas. Asseyez-vous avant de faire tomber cette tasse de thé. » Il retira ses lunettes, se pinçant l'arête du nez. « Je regarde ces chiffres depuis 2 heures, et je suis entièrement convaincu que mon intendant me vole. » Clara hésita, puis se dirigea lentement vers la fenêtre, prenant place dans le fauteuil en face de lui. Elle regarda le lourd livre relié de cuir sur ses genoux. « Il vous vole, ou il est catastrophalement incompétent. Je préfère un voleur à un imbécile. Honnêtement, on peut prévoir un voleur. » Léopold jeta le livre sur la petite table entre eux. « Je n'ai pas regardé les comptes du domaine depuis 4 ans. J'ai laissé la gestion de Westphal à mon homme d'affaires pendant que je me remettais. Je paye le prix de mon apathie. » Clara regarda le registre ouvert. Des colonnes de chiffres écrits d'une écriture serrée et hâtive. Rendement céréalier, loyer des tenanciers, vente de bois. Sans réfléchir, elle se pencha en avant et traça un doigt le long de la colonne de droite de la page ouverte. Son père avait été un joueur, mais avant que la maladie ne l'emporte complètement, il lui avait appris les mathématiques des probabilités. À sa mort, c'est Clara qui s'était assise dans l'obscurité glaciale de leur maison de ville londonienne, équilibrant les derniers registres ruineux, se battant avec les créanciers pour chaque dernier sou. Elle connaissait les chiffres. Les chiffres ne mentaient pas. Les chiffres ne se souciaient pas de votre pédigree. « Il fraude sur les ventes de bois », dit Clara doucement. Léopold cligna des yeux, se penchant en avant. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Regardez ici. » Clara montra une date en octobre. Il liste la vente de 300 acres de vieux chênes au chantier naval de Chatham. Le prix à la tonne qu'il a enregistré ici est le prix du pin tendre, pas du chêne vieilli. La marine paye une prime pour le chêne. Il enregistre le prix inférieur,
vous donne le profit pour le pain et empoche la différence de l'amirauté. Léopold fixa l'entrée. Il regarda le livre, puis le visage de Clara. Les lignes dures de sa mâchoire se resserrèrent. « En êtes-vous certaine? Mon père a perdu 2000 livres dans une entreprise de transport maritime en 1812. J'ai dû vérifier les comptes des constructeurs de navires pour prouver qu'ils avaient utilisé du bois de qualité inférieure pour couvrir leurs propres dettes. » Explique-moi, Clara. Sa voix dénuée d'émotion. C'était juste un fait. Une autre cicatrice dans une vie qui en était pleine. Je connais le prix du chêne de marine, votre grâce. Votre homme est en train de voler. Léopold se rassit dans son fauteuil. Il la regarda, non pas avec le regard poli et vide d'un gentleman s'adressant à une dame, mais avec les yeux vifs et évaluateurs d'un commandant, trouvant un lieutenant compétent. « Vous lisez les registres, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. La pauvreté exige une éducation très approfondie en mathématiques, votre grâce. Les riches n'ont besoin de savoir que comment dépenser. Les pauvres doivent savoir comment compter. » Léopold laissa échapper un petit rire bas et rauque. C'était un son authentique, qui écorchait le silence de la bibliothèque. « Léopold. » Clara leva les yeux. « Excusez-moi, mon nom est Léopold. Si vous devez me sauver de la ruine financière et de l'ennui social, autant l'utiliser. » Clara regarda les grandes mains balafrées posées sur les accoudoirs de son fauteuil. Elle regarda le gris prématuré dans ses cheveux. Il était un homme terrifiant pour la plupart des gens. Pour elle, dans la lumière calme de la bibliothèque, il ressemblait juste à un homme fatigué de se battre seul. « Clara, » dit-elle doucement. « Je sais, » répondit Léopold. Il ferma le registre avec un bruit sourd. « Maintenant, Clara, puisque vous avez démasqué mon intendant, voudriez-vous m'aider à rédiger la lettre pour le renvoyer? Mon écriture est atroce, et j'ai l'intention d'être assez menaçant sur le plan juridique. » Pour la première fois en 3 ans, un sourire authentique et non forcé illumina le visage de Clara. C'était étrange, comme un muscle qu'elle n'avait pas utilisé depuis une décennie. « Je serais ravi, Léopold. » Ils passèrent les 2 heures suivantes côte à côte au bureau. Le silence n'était plus un bouclier. C'était un espace de travail. La pluie cessa enfin le jeudi matin. Le ciel au-dessus de Rutherford Hall s'éclaircit en un bleu pâle et cassant. Le soleil d'hiver offrait de la lumière, mais pas de chaleur. Les invités se dispersaient. Les calèches étaient alignées sur l'allée de gravier. Les serviteurs chargeaient les malles et les cartons à chapeau avec une énergie frénétique. Clara se tenait sur la terrasse en pierre, surplombant les roseraies endormies. Elle portait sa pelisse de laine la plus épaisse, bien qu'elle soit élimée au poignet. Lady Honoria partait pour Bath dans 1 heure. Clara retournerait dans une petite chambre froide sous les combles, à aller chercher du thé tiède et à écouter des plaintes sur la goutte. Le bref répit était terminé. La calèche s'éloignerait et le duc de Westphal retournerait à son immense domaine dans le nord. Clara redeviendrait un fantôme. Elle entendit le bruit distinctif de sa canne sur la pierre bien avant qu'il ne parle. Puck traîne. « Vous vous cachez » dit Léopold, en s'arrêtant à côté d'elle. Il était habillé pour le voyage. Un lourd manteau de cocher à plusieurs capes en laine sombre, des bottes polies jusqu'à un éclat militaire mat. Il avait l'air redoutable. Il avait l'air de partir. « Je prends simplement l'air » répondit Clara, en gardant les yeux sur la boue gelée des jardins. « Vous évitez votre tante, qui est en train de réprimander un valet de pied pour l'emplacement d'un carton à chapeau, » la corrigea Léopold, en s'appuyant sur la balustrade en pierre. « Vous avez une grande tolérance à la douleur, Clara, mais même vous avez des limites. » Clara s'agrippa à la pierre froide. « Nous avons tous nos rôles à jouer, Léopold. La fête est finie. Le rideau tombe. Je méprise le théâtre, » dit-il sèchement. Il tourna la tête pour la regarder. Le vent d'hiver fouettait une mèche de cheveux sombres sur son front. Il ne détourna pas le regard quand elle croisa enfin le sien. « J'ai 38 ans, » commença Léopold. Sa voix prit ce ton grave et rauque qui commandait une attention absolue. « J'ai des fragments de balles dans la cuisse. Cela signifie que je ne marcherai plus jamais correctement. Je me réveille 3 nuits sur 7, convaincu de me vider de mon sang dans un fossé en Belgique. Je suis sujet à des humeurs sombres. Je n'ai aucune tolérance pour la haute société, et je possède un domaine de la taille d'un petit pays qui est en train de pourrir de l'intérieur, parce que je n'ai pas eu la volonté de m'en occuper. » Clara le fixa, déconcertée par cet inventaire soudain et brutal de ses défauts. « Pourquoi me dites-vous cela »
Parce que j'ai besoin d'une duchesse, dit Léopold. Les mots tombèrent dans l'air glacial entre eux comme des pierres. Clara cessa de respirer. Il ne s'agenouilla pas. Il ne prit pas sa main. Il se tenait parfaitement immobile, prononçant les mots avec la gravité d'un général exposant un plan de campagne. Je n'ai pas besoin d'une débutante qui pleurera quand je souffrirai, ou d'une hôtesse de salon qui remplira ma maison des mêmes imbéciles que nous fuyons actuellement. Continua Léopold, les yeux rivés sur les siens. J'ai besoin d'une partenaire. J'ai besoin de quelqu'un qui peut regarder un registre en ruine et y voir la vérité. J'ai besoin de quelqu'un qui ne bronche pas quand le monde montre les dents. Il changea sa prise sur sa canne. Pour la première fois, Clara vit une lueur de vulnérabilité réelle sous l'extérieur de fer. Ses jointures étaient blanches. Je ne peux pas vous offrir de poésie, Clara. Je ne peux pas vous offrir de déclarations romantiques au clair de lune. Mon âme est bien trop balafrée pour cela. Il se rapprocha. L'odeur de laine propre, de rhum et d'air froid l'enveloppa. Mais je peux vous offrir un foyer où vous serez la maîtresse, pas la servante. Je peux vous offrir une sécurité qu'aucun créancier ne pourra jamais toucher. Et je vous jure sur ma vie, mon titre et le peu d'honneur qu'il me reste. Personne ne vous parlera plus jamais comme Cavendish l'a fait. Vous serez protégé. Clara sentit la terrasse tanguer légèrement sous ses pieds. Une demande en mariage. Pas une proposition chuchotée dans un couloir sombre, pas une offre d'emploi charitable. Une demande en mariage de l'un des hommes les plus puissants d'Angleterre. Elle le regarda. Elle regarda au-delà du titre et de la richesse. Elle vit l'homme qui s'était levé dans une pièce pleine de lâches, juste pour épargner une humiliation à une étrangère. Elle vit l'homme qui lui avait demandé de l'aide pour ses comptes, qui avait traité son intelligence avec plus de respect que quiconque dans toute sa vie. C'était une transaction, oui, mais c'était la transaction la plus honnête et la plus décente qu'on lui ait jamais offerte. « Je suis une femme ruinée », murmura Clara, exposant son propre inventaire. « Mon père est mort en disgrâce. Je n'ai pas de dot. Si vous m'épousez, les mauvaises langues diront que vous êtes finalement devenu complètement fou. »« Qu'ils le disent !» dit Léopold, un sourire sombre et féroce touchant les coins de sa bouche. « J'ai une affection particulière pour la folie. Elle tient les idiots à distance. » Il tendit enfin la main, prenant sa main nue et glacée dans sa grande main chaude. Il ne la baisa pas. Il la tint simplement, l'ancrant. « Je vous demande de vous battre à mes côtés, Clara. Le ferez-vous » Clara regarda sa main tenant la sienne. Ce n'était pas un piège. C'était une bouée de sauvetage. Mais plus que cela, c'était une épée offerte par la poignée. Elle n'avait pas besoin d'un sauveur. Elle avait besoin d'un allié. Elle leva les yeux vers ses yeux pâles couleur de fer. La pierre autour de son cœur, le mur qu'elle avait construit pour survivre ces 3 dernières années, se fissura enfin en grand. « Oui », dit Clara. Sa voix ne trembla pas. Elle sonna claire dans l'air glacial. « Oui, Léopold, je le ferai. » Léopold laissa échapper un souffle qu'il semblait retenir depuis qu'il était entré sur la terrasse. Il serra sa main, une pression ferme et solide. « Bien, » dit-il doucement. « Maintenant, allez dire à votre tante de laisser ses cartons à chapeau. Nous partons pour Londres dans 1 heure, pour obtenir une dispense de Benz. Je refuse de passer une nuit de plus sous ce toit. » Clara rit. C'était un son surpris et clair qui fit s'envoler un corbeau des branches nues d'un chêne voisin. Alors qu'il retournait vers les portes vitrées du hall, côte à côte, Léopold ne s'appuya pas sur son bras. Il marchait à côté d'elle, sa canne frappant la pierre, s'accordant à son pas. Une dispense de bancs à Londres était un morceau de papier coûteux qui contournait la sainte sacro-sainte des bancs et de la politique de l'Église. Elle coûtait 50 livres, nécessitait la signature d'un archevêque et permettait à 2 personnes de s'unir avec l'efficacité clinique d'une fusion d'entreprises. Pour Clara, c'était le document le plus romantique qu'elle ait jamais vu. Ils se marièrent dans une chapelle humide et vide de Mayfair, un mardi matin. L'air avait un goût de cire de bougie et de vieille poussière. Il n'y avait pas de fleurs. Il n'y avait pas de cœur. Les seuls témoins étaient le clerc de la paroisse et le solliciteur au visage sinistre de Léopold. Clara portait sa robe de deuil noire. Elle avait essayé d'en enlever le plus gros des peluches, mais le tissu était fatigué. Elle se tenait à côté de Léopold à l'autel, sentant l'immense chaleur solide qui émanait de sa grande silhouette. Quand il répéta ses vœux, sa voix ne vacilla pas. Elle résonna dans l'église de pierre vide, un contrat bas et contraignant. Quand ce fut son tour,
Clara regarda directement la croix de l'autel et promit d'honorer et d'obéir à un homme à qui elle avait parlé exactement 3 fois. Sa voix était stable. Elle n'était pas une jeune fille rêvant d'une robe blanche. Elle était une femme sécurisant son périmètre. « Je vous déclare mari et femme », marmonna le vicaire, clairement impatient de retourner à son petit déjeuner. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Léopold se tourna vers elle. Il ne la serra pas contre sa poitrine. Il n'essaya pas de faire une démonstration de fausse passion pour le bénéfice du vicaire. Il tendit simplement la main, ses grandes mains encadrant doucement sa mâchoire, et déposa un baiser bref et chaud sur son front. « Bienvenue à l'asile, duchesse », murmura-t-il contre sa peau. Clara ferma les yeux, la tension de 3 années commençant lentement à s'échapper de ses épaules. « Merci, Léopold. » En moins d'1 heure, la réalité de sa nouvelle position commença à se manifester. Léopold ne l'emmena pas pour un petit déjeuner romantique. Il l'emmena chez la modiste la plus exclusive de Bond Street. Madame Rousseau était une tyranne en soi. Elle jeta un regard à l'ourlet effiloché de Clara et retroussa sa lèvre. Elle ouvrit la bouche pour les diriger vers une boutique pour la classe ouvrière. « La duchesse de Westphal a besoin d'une garde-robe complète », dit Léopold. Il laissa tomber sa lourde canne à pommeau d'argent sur le délicat tapis d'Aubusson avec un bruit sourd. Des robes de jour, des robes du soir, des costumes d'équitation, des manteaux et des sous-vêtements. Elle ne portera pas de noir. Elle ne portera pas de couleur terne. Elle portera les couleurs de son rang. Les yeux de Madame Rousseau se posèrent sur le visage de Léopold, puis sur sa canne, et enfin sur l'énorme chevalière en émeraude à son doigt. Son ricanement se dissipa en une flaque de panique obséquieuse. Pendant les 4 heures suivantes, Clara fut épinglée, mesurée et drapée. Léopold ne s'assit pas dans un coin pour feindre l'ennui comme un mari typique. Il s'assit dans un fauteuil en velours, un nouveau registre sur les genoux, levant occasionnellement les yeux pour donner des avis tranchants et décisifs. « Pas de dentelle au col, ce n'est pas une poupée », ordonna-t-il, lorsque Madame Rousseau tenta d'adoucir un sévère costume d'équitation. « La ligne doit être nette. Elle a la posture pour cela. » Clara se regarda dans le miroir. Elle nageait dans des rouleaux de velours saphir et de soie grenat, riches et profondes. Pendant des années, elle avait porté des vêtements destinés à la rendre invisible. Léopold l'habillait d'une armure. Il l'équipait pour la guerre. Ce soir-là, ils arrivèrent à la maison de ville de Léopold sur Grosvenor Square. Le personnel était aligné dans le hall en marbre, terrifié et rigide. Léopold les congédia d'un geste de la main et conduisit lui-même Clara en haut du grand escalier. Il s'arrêta devant une série de lourdes portes en acajou. « Voici vos appartements », dit-il en tournant la poignée en laiton. Clara entra. La pièce était immense, décorée dans des tons d'or et de bleu profond. Un feu rugissait dans la cheminée. Un immense lit à baldaquin dominait l'espace. C'était une chambre digne d'une reine. C'était terrifiant. Elle se tourna pour lui faire face. Les affaires de la journée étaient terminées. La nuit était là. La société dictait qu'un duc avait besoin d'un héritier. « Je suis consciente de mes devoirs, Léopold », dit Clara doucement. Ses mains étaient jointes devant elle, les jointures blanches. Elle n'avait pas peur de lui, mais elle avait peur de la mécanique de cette étrange et soudaine intimité. Léopold regarda ses mains, puis ses yeux. Son expression était complètement illisible. « Clara, dit-il, sa voix tombant dans ce timbre bas et rauque, vous avez passé les 3 dernières années à être entièrement à la merci des exigences des autres. Vous avez été forcée de survivre avec des miettes de tolérance. » Il recula dans le couloir, laissant la porte grande ouverte. « C'est votre maison, c'est votre lit. Je dors dans la chambre attenante. La porte entre nos chambres se verrouille de votre côté. Vous tournerez la clé ce soir, et vous continuerez à la tourner jusqu'à ce que vous décidiez, de votre plein gré, que vous souhaitez la déverrouiller. » Clara le fixa, la poitrine serrée. « Léopold, la succession peut attendre. » L'interrompit-il doucement. « J'ai épousé une partenaire, pas une poulinière. Verrouillez la porte, Clara. Dormez. Nous avons beaucoup de travail à faire demain. » Il se tourna et s'éloigna lourdement dans le couloir, le bruit de sa canne s'estompant au loin. Clara resta longtemps dans l'embrasure de la porte. Puis elle se dirigea vers la porte communicante. Elle posa sa main sur la serrure en laiton. Elle ne la tourna pas. Ils partirent pour le Yorkshire 3 jours plus tard. Le domaine de Westphal, Blackwood,
que la société surnommait la forteresse de Stonecroft, était une forteresse monolithique de pierre grise. Elle se dressait sur un promontoire déchiqueté, surplombant les landes. Ce n'était pas joli. C'était vaste, brutal et à couper le souffle. Cellar ressemblait exactement à son maître. Les vents d'hiver fouettaient la bruyère, faisant vibrer les hautes et étroites fenêtres du donjon. À l'intérieur, la maison était glaciale, fonctionnant avec une équipe réduite de serviteurs devenus paresseux et complaisants pendant la longue absence du duc. Clara ne défit pas ses mâles. Elle ne demanda pas une visite des jardins. Elle alla directement à la bibliothèque, exigea qu'on allume un feu et convoqua M. Hopkins, l'intendant du domaine. Hopkins était un homme agité et trop confiant, qui sentait la bière éventée et le tabac à pipe. Il entra dans la bibliothèque avec un sourire condescendant, s'attendant à amadouer une nouvelle épouse stupide avec quelques fictions polies. Il trouva Clara assise derrière le massif bureau en chêne, les mains jointes sur ses registres méticuleusement falsifiés. Léopold se tenait dans l'ombre près de la cheminée, appuyé sur sa canne, une sentinelle silencieuse et terrifiante. « Votre grâce. » Hopkins s'inclina doucement devant Léopold, ignorant complètement Clara. « Bienvenue à la maison. J'ai préparé les résumés trimestriels pour votre examen. Vous vous adresserez à la duchesse. » Grogna Léopold depuis l'ombre, sans bouger. C'est elle qui examine les comptes. Hopkins cligna des yeux, son sourire vacillant. Il se tourna vers Clara. « Madame, je vous assure, les mathématiques de domaine sont assez fastidieuses. Je serais heureux de vous fournir un aperçu simplifié. » Monsieur Hopkins, le coupa Clara. Sa voix n'était pas forte, mais elle possédait le tranchant précis d'un scalpel chirurgical. « Je n'ai pas besoin d'un aperçu simplifié. J'ai besoin d'une explication pour l'écart dans les rendements céréaliers des tenanciers du quadrant nord. » Hopkins bomba le torse. « Une mauvaise récolte, votre grâce. Le gel est arrivé tôt. » Clara ouvrit un plus petit carnet relié de cuir à côté du registre. Fascinant, car l'almanach météorologique de cette région enregistre un automne doux avec un gel arrivant 3 semaines plus tard que d'habitude. De plus, le domaine voisin, qui partage exactement le même sol et la même altitude, a signalé un rendement excédentaire d'avoine et d'orge. Elle fit glisser un morceau de papier sur le bureau. Ceci est une copie d'un manifeste d'expédition du port de Hull. Il détaille l'exportation de 3000 boisseaux de céréales vendus à un navire marchand à destination de la Prusse. Le vendeur indiqué est un certain Monsieur Ashkins. Clara leva les yeux, son regard totalement dépourvu de chaleur. « Vous êtes un voleur sans imagination, Monsieur Hopkins. » L'intendant prit la couleur d'une vieille bouillie. Il regarda frénétiquement Léopold. « Votre grâce, c'est absurde. Je sers ce domaine depuis 10 ans. Et vous me volez depuis 4 ans. » Léopold sortit de l'ombre. La pure menace de sa grande silhouette aspira l'air de la pièce. « La duchesse a passé la dernière semaine à vérifier vos livres. Vous avez volé environ 12 000 livres. Vous avez gonflé les coûts de réparation, supprimé les rendements des tenanciers et fraudé sur les ventes de bois. Je peux expliquer. » Bégaya Hopkins, reculant vers la porte. « Vous avez 1 heure pour faire vos bagages et quitter mes terres, » dit doucement Léopold. Le calme de sa voix était bien plus terrifiant qu'un cri. « Si je vous trouve sur la propriété de Westfall, après le coucher du soleil, je n'appellerai pas le magistrat. Je vous abattrai moi-même pour violation de propriété. » Hopkins s'enfuit. Clara expira un long souffle, se frottant les tempes. L'adrénaline de la confrontation s'estompait, laissant une douleur sourde derrière ses yeux. Léopold se dirigea vers le bureau. Il n'offrit pas de compliments condescendants. Il se pencha et versa 2 verres de brandy d'une carafe en cristal, en faisant glisser un vers elle sur le bois poli. 12 000 livres, médita Léopold, en prenant une gorgée. Vous êtes une femme terrifiante, Clara. La pauvreté rend très attentif aux détails, répondit-elle en prenant le brandy. La brûlure l'ancra dans le présent. Pendant les 2 mois suivants, ils travaillèrent côte à côte dans la bibliothèque. Ce fut un hiver brutal et implacable. La neige s'accumula contre les murs de pierre, isolant Stonecroft du reste du monde. Ils étaient une île de 2. Clara démantela systématiquement la gestion du domaine et la reconstruisit. Elle renégocia les contrats, renvoya les superviseurs corrompus et mit en place des loyers équitables pour les tenanciers qui avaient été pressurés par Hopkins. Léopold était toujours là. Il était le muscle, l'autorité, l'objet inamovible. Mais Clara était l'architecte.
Il communiquait en sténographie, un sourcil levé pour un mauvais contrat, un léger hochement de tête d'approbation pour une négociation habile. Le silence entre eux devint confortable, dense, rempli de respect mutuel. May Stonecroft était hantée, et tous les fantômes n'étaient pas dans les registres. Cela arriva fin février. Clara se réveilla à 3 heures du matin au son d'un bruit qui lui glaça le sang. C'était un cri rauque et éraillé, suivi du fracas terrifiant d'un meuble lourd qui se renverse. Cela venait de la chambre de Léopold. Elle jeta ses lourdes couvertures, attrapa une bougie et courut vers la porte communicante. Elle n'hésita pas. Elle l'ouvrit en grand et se précipita à l'intérieur. La pièce était glaciale. Le feu s'était éteint des heures auparavant. À la pâle lumière de la lune qui filtrait par les fenêtres, Clara vit Léopold. Il était par terre, empêtré dans ses draps, se débattant violemment. Ses yeux étaient grands ouverts, mais il ne voyait rien, fixé sur un cauchemar d'il y a une décennie. « Tenez la ligne !» rugit-il, la voix brisée par la panique. Il agrippait le pied d'une lourde chaise en chêne, comme si c'était un mousquet, les jointures blanches. Il nous contourne. Faites reculer les hommes. Clara posa la bougie sur une commode. Elle ne cria pas pour appeler les serviteurs. Elle sut instinctivement qu'exposer sa fragilité au personnel l'humilierait. Elle s'approcha lentement de lui. Léopold. Il ne l'entendit pas. Il hyperventilait, sa poitrine se soulevant, son visage couvert d'une sueur froide. Sa mauvaise jambe était tordue maladroitement sous lui, et il laissa échapper un son guttural d'agonie, en essayant de reculer. « Léopold, regarde-moi. » Clara tomba à genoux sur le plancher froid. Elle n'essaya pas de le maîtriser. Il était trop grand, et un soldat acculé était dangereux. Au lieu de cela, elle posa ses mains à plat sur sa poitrine, directement sur son cœur qui battait à tout rompre. « Vous êtes dans le Yorkshire !» dit-elle. Sa voix avait le même ton clinique et tranchant que celui qu'elle utilisait pour corriger un registre. Une réalité ferme et implacable. « Vous êtes à Stonecroft. Nous sommes en 1820. Vous êtes en sécurité. » Léopold haleta, sa main s'envolant pour saisir son poignet. Sa prise était brutale, à lui broyer les os. Clara ne broncha pas. Elle maintint le contact visuel, le forçant à la voir. « La boue a disparu, » continua-t-elle, sa voix prenant une cadence régulière et rythmée. « La guerre est finie. Vous avez survécu. Je suis là. Nous sommes dans votre maison. » Lentement, douloureusement, la terreur vide dans ses yeux commença à reculer. La tension massive de ses muscles se relâcha, le laissant tremblant. Il regarda Clara, puis la chaise renversée, puis ses propres mains tremblantes. Il laissa tomber sa tête en arrière contre le plancher, fermant les yeux. Un son s'échappa de sa gorge, un son étouffé et misérable de défaite totale. « Partez !» murmura-t-il d'une voix rauque. « Clara, s'il vous plaît, partez. »« Non !» dit-elle simplement. Elle se leva, se dirigea vers son lit et tira une lourde couverture de laine du matelas. Elle retourna au sol, l'enveloppant autour de ses épaules tremblantes. Puis elle s'assit à côté de lui, adossant son dos au mur, ramenant ses genoux contre sa poitrine. « Je suis une femme ruinée. Vous vous souvenez ?» dit-elle doucement dans le noir. « J'ai vu le pire de ce que le monde peut offrir. Un cauchemar ne va pas me faire fuir. » Léopold ouvrit les yeux, tournant la tête pour la regarder. Le clair de lune attrapa l'argent dans ses cheveux, les profondes lignes épuisées autour de sa bouche. « Je suis brisé, Clara, » dit-il, les mots lourds de honte. « Je ne peux pas réparer ça. Le bruit, il ne s'arrête jamais. »« Alors nous apprendrons à endurer le bruit ensemble, » répondit Clara. Elle tendit la main dessous son châle et prit sa grande main tremblante dans la sienne. « Je n'ai pas besoin d'un homme entier, Léopold. J'ai besoin de vous. » Il laissa échapper un souffle tremblant et resserra ses doigts autour des siens. Ils restèrent assis sur le sol glacial jusqu'au lever du soleil, tenant la ligne ensemble. La porte entre leurs chambres ne fut plus jamais fermée. Le printemps arriva, apportant la saison londonienne. Il était temps de retourner dans le nid de vipères. La société bourdonnait d'anticipation. Le duc fou et son épouse indigente et ruinée retournaient dans la capitale. Les carnets de Paris chez White's étaient remplis de mises. On pariait sur la durée du mariage. Léopold l'enfermerait-il dans un asile? Ou Clara retournerait-elle à la pauvreté? Le bal de la duchesse de Richmond était la première salve de la saison. La grande salle de bal était une mer de bijoux scintillants, de parfums suffocants
et de commérages prédateurs. Lorsque le majordome frappa son bâton contre le sol en marbre et annonça leur grâce, le duc et la duchesse de Westphal, la musique faiblit réellement. Clara se tenait en haut du grand escalier. Elle n'était pas la même femme qui s'était cachée dans l'ombre de Rutherford Hall. Elle portait une robe de velours bleu nuit qui tombait en lignes sévères et élégantes. Autour de son cou se trouvaient les diamants de Westphal, une cascade lourde et brutale de lumière qui annonçait son statut intouchable. Sa colonne vertébrale était de fer, son visage était calme. À côté d'elle, Léopold ressemblait à un roi venant inspecter une province conquise. Il portait un noir austère, sa canne à pommeau d'argent reposant légèrement dans sa main. Il ne s'appuyait pas sur elle. Ils se tenaient épaule contre épaule. Ils descendirent les escaliers et la foule s'écarta comme la mer Rouge. Ils dansèrent le premier quadrille. Le boitement de Léopold était prononcé, mais il se déplaçait avec un rythme délibéré et autoritaire. Clara l'égala parfaitement. Ils ne parlèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. La proximité physique, la façon dont sa main tenait sa taille, la façon dont ses yeux se fixaient sur les siens, criaient une intimité que la société n'avait pas prévue. Ils n'étaient pas un cas de charité et un fou. Ils étaient un front uni. Plus tard dans la soirée, Clara se tenait près des tables de rafraîchissement, momentanément seule, pendant que Léopold leur cherchait du champagne. Il semble que les rumeurs de votre remarquable ascension étaient vraies. Votre grâce. Clara ne broncha pas. Elle se tourna lentement, son expression placide. Lord Henry Cavendish se tenait devant elle. Il avait le même air, beau, prétentieux, sentant le rhum, mais il y avait une pointe de nervosité dans son sourire maintenant. Il tentait de reprendre le pouvoir qu'il avait perdu dans le salon des mois auparavant. « Lord Cavendish, » dit Clara, sa voix parfaitement polie. « Je suis surprise de vous voir à Londres. J'avais entendu dire que vos domaines dans le Sussex souffraient. » Le sourire de Cavendish se crispa. Un revers temporaire. Rien qu'un homme de moyens ne puisse gérer. Bien que je doive avouer qu'il est fascinant de voir ce qu'un titre peut faire pour une réputation ternie. Vous portez bien les diamants. Sont-ils lourds ou le poids de la folie du duc vous distrait-il? Il avait parlé assez fort pour que les invités environnants entendent. Les vautours se penchèrent, avides du massacre. Clara but une lente gorgée de sa limonade. Elle regarda Cavendish, non pas avec colère, mais avec l'épuisement profond et apitoyé de quelqu'un forcé d'expliquer des mathématiques simples à un enfant. « Ils sont assez lourds, milord, » dit Clara d'une voix claire, « mais pas aussi lourds que 40 000 livres de dettes de jeu. » Cavendish se figea. La couleur quitta instantanément son visage. « Je vous demande pardon. » Clara se rapprocha de lui. Elle n'éleva pas la voix, mais elle la modula pour que le cercle environnant puisse saisir chaque mot. « 40 000, Lord Cavendish !» répéta Clara, en sortant un petit morceau de papier plié de son réticule. Détenu par 3 syndicats distincts à Cheapside et un gentleman nommé Monsieur Silas à Covent Garden, il semble que votre revers temporaire soit en fait une ruine financière complète. Article 1. Une reconnaissance de dette d'un montant de 15 000 livres, signé par H. Cavendish. Article 2. La saisie des titres de propriété du Sussex, en attente de remboursement. Cavendish fixa le papier dans sa main gantée. Il tremblait. « Comment? Où avez-vous eu ça? » Quand on vérifie les livres d'un domaine de la taille de Westphal, on trouve beaucoup de capitaux excédentaires, expliqua Clara doucement. Et mon mari est un homme très généreux. Quand j'ai exprimé un intérêt pour l'apprentissage du commerce de rachat de dettes, il m'a permis d'acheter plusieurs portefeuilles à haut risque. Le vôtre était le plus important. Le silence dans les environs immédiats était absolu. Les aristocrates regardaient Clara avec une terreur non dissimulée. Elle ne l'avait pas seulement insultée. Elle avait nonchalamment admis publiquement qu'elle possédait sa vie. « Ah, vous voyez, Lord Cavendish, » continua Clara, sa voix comme de la glace qui se craquelle. « Vous m'avez dit un jour que le mauvais sang finit toujours par parler. Vous vous êtes moqué des dettes de mon père, et maintenant je possède les vôtres. Si je demande le paiement demain, votre famille sera mise à la rue. Vous serez ruiné exactement comme je l'ai été. » Cavendish ne pouvait pas parler. Sa bouche s'ouvrait et se fermait silencieusement. Il chercha du soutien du regard, mais la foule recula physiquement de lui. La dette était une maladie, et il était très contagieux. Cependant, dit Clara, en remettant le papier dans son réticule, je ne suis pas une femme cruelle.
Je vous autoriserai à consolider vos dettes à un taux d'intérêt de 10%, à condition que vous vous retiriez dans votre domaine de campagne et y restiez pendant les 5 prochaines années. Je trouve que l'air de Londres est beaucoup plus pur quand vous ne le respirez pas. Vous ne pouvez pas faire ça, murmura-t-il, un homme brisé. Je suis la duchesse de Westphal, déclara Clara, en soutenant son regard terrifié. Je peux faire exactement ce qui me plaît. Y a-t-il un problème ici, messieurs? La voix basse et grondante envoya un frisson à travers la foule. Léopold apparut aux côtés de Clara, lui tendant une flûte de champagne en cristal. Il regarda Cavendish. Il n'avait pas l'air en colère. Il ressemblait à un homme examinant un insecte avant de décider de l'écraser ou non. Cavendish déglutit difficilement, reculant. « Non, votre grâce. Aucun problème. Je partais justement. » Il se tourna et traversa pratiquement la foule en courant, se dirigeant vers la sortie. Léopold le regarda partir, puis baissa les yeux sur Clara. Le coin de sa bouche se releva dans ce sourire rare et authentique que seule elle voyait. « Était-ce strictement nécessaire ?» murmura-t-il. « Il a insulté votre esprit, » répondit Clara, si doucement, en prenant une gorgée de champagne. « Je lui ai simplement montré les limites du sien. » Léopold gloussa, un son riche et sombre qui fit trembler les diamants au cou de Clara. Il tendit la main et la posa au creux de son dos. Le geste protecteur était absolu. « Vous êtes une créature terrifiante, Clara, » dit-il doucement, en se penchant pour qu'elle seule puisse entendre. « Je suis votre duchesse, » répondit-elle, en levant les yeux vers le fer pâle de ses yeux. « Vous êtes ma vie, » la corrigea Léopold. L'honnêteté brute de sa voix effaça les derniers vestiges de la salle de bal autour d'eux. Ce n'était pas une déclaration poétique. Ce n'était pas une romance fleurie. C'était un constat, forgé dans des bibliothèques glaciales et des terreurs nocturnes. Ils étaient 2 personnes ruinées, qui avaient bâti un empire sur leurs cicatrices. Clara sourit, un sourire authentique et brillant, qui coupa le souffle à la moitié des hommes dans la pièce. Elle se blottit contre son contact, la chaleur de sa main l'ancrant à la terre. « Ramenez-moi à la maison, Léopold, » dit-elle. « Je crois que nous avons assez conquis Londres pour une nuit. » Léopold lui offrit son bras. Elle le prit, non pas comme une femme ayant besoin de soutien, mais comme une reine réclamant son roi. Ensemble, ils sortirent de la salle de bal, laissant les chuchotements s'étouffer dans leur propre venin. La destruction brillante et impitoyable de Lord Cavendish par Clara vous a-t-elle fait applaudir devant votre écran? La haute société pensait pouvoir la briser. Mais ils ont gravement sous-estimé le génie tactique d'une femme qui n'avait rien à perdre, et d'un duc qui aurait brûlé le monde entier pour elle. Si vous avez aimé voir Clara et Léopold forger un partenariat terrifiant et magnifique, fait de cicatrices partagées et de respect mutuel, vous devez soutenir la chaîne. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Partagez cette histoire avec vos amis qui aiment les héroïnes farouchement compétentes. Et abonnez-vous pour plus de drames historiques profondément humains et réalistes. Laissez un commentaire ci-dessous. Quel a été votre moment préféré de la vengeance de Clara?